Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que la productivité marginale, entre parenthèses, du travail? Il y a une raison à cette parenthèse, je l'expliciterai tout à l'heure. Et qu'est-ce que la loi des rendements décroissants? Cette vidéo peut intéresser tous les niveaux, elle ne porte pas sur un chapitre particulier du programme de lycée, mais elle peut être utile pour plusieurs chapitres de première et de terminale. Pour poser notre questionnement, il nous faut revenir aux facteurs de production et je vous propose, comme souvent, de travailler à partir d'un manuel d'économie. Aujourd'hui, Microéconomie de Paul Krugman et Robin Wells. Krugman est un économiste américain. Il a obtenu le prix Nobel 2008 pour son travail sur les effets des économies d'échelle sur les modèles du commerce international. Je lis. Les économistes utilisent habituellement le terme de facteur de production pour faire référence à une ressource qui n'est pas détruite au cours de la production. Par exemple, les travailleurs utilisent des machines à coudre pour faire des chemises à partir de tissus. Les travailleurs et les machines à coudre sont des facteurs de production, mais pas le tissu. Une fois que la chemise est fabriquée, un travailleur et une machine à coudre peuvent être utilisés pour faire une autre chemise, mais le tissu utilisé pour une chemise ne peut pas être utilisé pour en faire une autre. En gros, les principaux facteurs de production sont les ressources de la terre, le travail, le capital et le capital humain. La terre est une ressource offerte par la nature. Le travail est l'ensemble des travailleurs de l'économie. Le capital fait référence à des ressources créées, telles que des machines et des bâtiments. Et le capital humain fait référence au niveau d'éducation et de qualification de la main-d'œuvre, qui augmente la productivité. Bien entendu, il s'agit plutôt de catégories de facteurs. La terre que l'on trouve à un endroit est très différente de celle que l'on trouve ailleurs. Pour produire, les organisations productives combinent donc des facteurs de production, principalement le capital et le travail, utilisables plusieurs fois au cours de plusieurs cycles de production, et des consommations intermédiaires, utilisables une fois au cours d'un cycle de production. Les facteurs de production peuvent être définis comme les moyens mis en œuvre par les organisations productives pour produire des biens et des services. Les principaux facteurs de production sont donc, on l'a dit, le capital et le travail. Le travail correspond aux heures de travail mobilisées pour produire. Le capital correspond aux biens de production utilisés sur plusieurs cycles de production, plus d'un an. Ce sont par exemple les bâtiments, les machines, les automobiles, les ordinateurs. Dans l'exemple de Krugman, les machines à coudre. L'association de facteurs de production, travail et capital afin de produire des biens et des services correspond à ce que les économistes appellent la combinaison productive. Elle peut être à faible intensité capitalistique lorsqu'elle associe peu de capital et beaucoup de travail, ou bien à forte intensité capitalistique lorsqu'elle associe beaucoup de capital et peu de travail. La production de biens et services résulte donc de la mobilisation de différents facteurs de production. Pour l'entreprise ou l'organisation productive, mesurer l'efficacité de ces facteurs est nécessaire afin de déterminer, c'est-à-dire de choisir sa combinaison productive et surtout de décider de la quantité qu'elle va produire. Je vous renvoie à la vidéo de première sur le fonctionnement du marché concurrentiel. Eh bien, la productivité désigne la contribution de chacun des facteurs de production à la production totale. On définit habituellement la productivité comme une mesure de l'efficacité de la combinaison productive. En rapportant la valeur de la production ou la quantité produite au volume de travail et de capital utilisé, on obtient la productivité des facteurs. Et une entreprise sera d'autant plus efficace qu'elle produira plus avec moins de facteurs de production. C'est la productivité du travail qui est l'indicateur le plus souvent utilisé. En effet, ce n'est pas simple de quantifier en le divisant des petits bouts de capital, c'est-à-dire des petits bouts de machine. La productivité du travail peut s'évaluer par heure de travail et par salarié. On dit aussi par tête. La productivité horaire du travail correspond au volume de production que permet de produire en moyenne une heure de travail. La productivité par tête est la production annuelle par actif occupé. La productivité du travail dépend des qualifications des salariés et de l'organisation du travail.
Mais les progrès de la productivité du travail sont largement liés à l'utilisation de capital, notamment des machines, qui incorporent plus ou moins de progrès techniques en fonction de la génération à laquelle elles appartiennent. Il faut donc également mesurer la productivité du capital, c'est-à-dire la quantité ou la valeur produite par rapport à la quantité de capital utilisé. Compte tenu de cette imbrication des facteurs d'efficacité de l'activité de production, l'INSEE utilise le terme de productivité apparente du travail pour rappeler que la productivité dépend de l'ensemble des facteurs de production et de leur combinaison. Illustration numéro 1. Pour réaliser un chiffre d'affaires de 100 000 euros par semaine, un équipementier qui produit des survêtements a le choix entre les combinaisons productives suivantes. Elles sont reportées dans le tableau. 10 machines à coudre pour toutes les combinaisons productives. Le capital ne bouge pas. Les travailleurs travaillent 20 heures par semaine dans la combinaison 1, 25 heures par semaine dans la deuxième combinaison et 30 heures par semaine dans la combinaison numéro 3. Calculons la productivité moyenne d'un travailleur ou productivité par tête. Combinaison 1, 100 000 euros, c'est le chiffre d'affaires qui nous permet ici d'évaluer la valeur de la production. Donc 100 000 euros divisé par le nombre de travailleurs 120 nous donne 833. 833 quoi 833 euros de chiffre d'affaires réalisé en moyenne par un travailleur. La combinaison numéro 3 paraît être la combinaison la plus efficace car en moyenne, un travailleur réalise un chiffre d'affaires de 4 000 euros par semaine. Calculons à présent la productivité moyenne par heure de travail. Pour la combinaison 1, on prend 100 000 euros qui correspond à la valeur de la production ici évaluée grâce au chiffre d'affaires, 100 000 euros divisé par 2400 heures de travail nous donne 41,66 qui correspond à 41,66 euros de chiffre d'affaires réalisé en moyenne par heure de travail. Bien, qu'est-ce que la productivité marginale, le plus souvent du travail? Eh bien, l'ajout permanent de nouveaux facteurs de production, travail ou capital incite à évaluer leur productivité marginale. Dans le cas du facteur capital, cela désigne l'achat d'un nouvel équipement, tel qu'une machine-outil. Dans le cas du facteur travail, cela désigne l'augmentation du temps de travail par des heures supplémentaires ou l'embauche d'un nouveau salarié. Pour que l'on puisse parler de hausse de la production marginale, il faut que l'apport d'un facteur de production supplémentaire ne concerne qu'un seul des deux facteurs, capital ou travail. L'autre facteur doit rester inchangé. On appelle productivité marginale du travail l'augmentation de la production de l'entreprise liée à l'utilisation d'une unité supplémentaire de travail, la quantité des autres facteurs de production, de capital notamment, restant constante. Depuis le XVIIIe siècle, depuis Turgot et David Ricardo, la théorie économique considère qu'à partir d'un certain seuil, la productivité marginale est décroissante. C'est ce que l'on nomme la loi des rendements décroissants. Cette loi des rendements décroissants caractérise les économistes classiques et est largement reprise par les néoclassiques. Ricardo avait remarqué que chaque nouvelle terre mise en culture était moins fertile que la précédente, les meilleures terres étant cultivées en premier. Sur courte période, j'insiste sur courte période, et à partir d'un certain niveau de production, la productivité marginale d'un facteur de production, la quantité de l'autre facteur étant constante, est décroissante. Bien, illustration. Revenons à notre équipementier en survêtement. Le tableau que vous avez à l'écran reporte le nombre de travailleurs, le nombre de survêtements, la productivité moyenne par tête et la productivité marginale. Ainsi, si l'entreprise décide d'embaucher un deuxième salarié, le nombre de survêtements produits passe de 4 à 18. 18 moins 4 égale 14. La productivité marginale du deuxième salarié est de 14 survêtements supplémentaires et la productivité moyenne est donc de 18 pour les deux salariés. Donc 18 survêtements divisé par deux salariés est égal à 19.
Si l'entreprise décide d'embaucher un quatrième salarié, on observe que la productivité marginale passe de 15 survêtements pour le troisième salarié à 7 survêtements supplémentaires pour le quatrième salarié seulement. Et la productivité moyenne par tête se met à baisser puisqu'elle passe de 11 à 10 survêtements par tête. Au départ, la productivité marginale augmente. Cela peut s'expliquer par le fait que les travailleurs peuvent se répartir les tâches. Puis la productivité marginale chute. Un certain encombrement apparaît aux machines à coudre et le rendement du travail décroît. Bien, illustration numéro 2 à propos de la productivité marginale et de la loi des rendements décroissants. Vous êtes le patron d'une pizzeria. Vous avez un seul four à pizza. Vous débutez votre activité avec un seul salarié qui confectionne l'intégralité des pizzas. Pétrissage de la pâte, mise en forme de la pâte, disposition des ingrédients, cuisson. Votre salarié ne confectionne que 6 pizzas à l'heure, alors que votre four peut en cuire 6 en 10 minutes, donc 36 à l'heure. Si vous embauchez un deuxième pizzaiolo, il sera possible, en divisant les tâches, de produire 16 pizzas en 1 heure. Si vous embauchez un troisième salarié, il pourra tenir la caisse et prendre les commandes, ce qui permettra aux deux autres de ne pas perdre du temps à quitter et remettre des gants. Ils pourront produire à eux 30 pizzas. Par contre, un quatrième salarié ne permettra pas de produire beaucoup plus, car même si la division des tâches est efficace, il ne sera pas possible de produire plus de 36 pizzas à l'heure. Dans le tableau, on observe que lorsque le patron passe de 1 à 2 salariés, la productivité marginale passe de 6 à 10. En d'autres termes, le salarié numéro 2 permet de produire 10 pizzas supplémentaires par rapport au salarié numéro 1. D'ailleurs, la quantité de pizza passe de 6 à 16. Donc, le salarié numéro 2 a permis de produire 10 pizzas supplémentaires. C'est la productivité marginale du travail. On fait 16 moins 6. Le troisième salarié a permis de produire 14 pizzas supplémentaires. On fait 30 moins 16 et on obtient 14. C'est la productivité marginale du troisième salarié. Le quatrième salarié embauché permet, lui, de ne produire que 6 pizzas supplémentaires. Et donc, la productivité marginale du quatrième salarié est de 6. On fait 36 moins 30, la production totale de 4 salariés par rapport à la production totale de 3 salariés, dont 36 moins 30 nous donne 6 pizzas supplémentaires. Donc ici, ce qu'on observe, c'est que la productivité marginale augmente jusqu'au troisième salarié inclus, puis elle commence à baisser. Et lorsque la productivité marginale baisse, la production de pizza continue à augmenter, mais elle augmente de moins en moins vite. Ici, pour résoudre le problème, il faudrait acheter un nouveau four à pizza avant d'embaucher.